Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowell pour une émission où il sera question de l'Impact de Montréal, d'un exode intéressant, peut-être inquiétant aussi pour les Américaines au sud de la frontière. On va parler de marché des transferts et de Premier League qui recommence ce week-end. Messieurs, très content de vous retrouver. Comment ça va? De même, bien, bien, merci. Excellent. On va commencer avec notre segment à domicile, si vous le voulez bien. L'Impact de Montréal qui s'est incliné cette semaine 2-1 de manière un peu catastrophique, je pense qu'il faut le dire comme ça, avec un but de Josie Altidore, entre guillemets, important de le préciser, son premier de la saison en 2020. Monsieur Altidore choisit bien ses moments, j'ai l'impression. L'Impact qui s'incline donc face à Toronto. Ils avaient gagné le dernier match. Sid, tu vois quoi dans cette défaite-là? Est-ce que c'est une équipe qui n'est pas loin du compte parce que tu tiens tête à une des meilleures attaques de la Ligue ou est-ce qu'au contraire, c'est une énorme déception puis tu dis que ben, à partir de maintenant, le championnat canadien, on oublie ça complètement? Alors, en fait, ça dépend où tu places le curseur. En début de rencontre, je pense que Toronto est supérieur. En début de rencontre, je Mhm. parle même sur papier. Toronto est supérieur, donc à ce moment-ci, je suis agréablement surpris du contenu de l'Impact de Montréal qui dans le jeu fait jeu égal. Oui, il a un peu plus dominé. Le Toronto, 10 tirs cadrés versus 3 pour l'Impact de Montréal, mais dans le jeu, lorsqu'on voit la copie rendue par l'Impact de Montréal est très intéressante. Maintenant, de prendre un but sur une erreur directe et un peu comme à Toronto l'erreur directe qui cause le penalty qui a pas marqué, enfin qui a pas été validé, mais c'est dommage véritablement de se tirer les balles dans le pied. Et là vient alors la déception dans un scénario où tu te dis que tu as mis toutes les chances de ton côté pour aller chercher des résultats et tu le fais pas. Au BMO Field, c'est passé. Et là, au Stade Saputo, non. Donc, là se crée une forme de frustration de ma part lorsqu'on analyse ce résultat. Maintenant, dans le contenu et sur même les trois matchs, malgré la purge quand même du premier match de la série des trois, ben, Ouais. l'Impact de Montréal a pas grand-chose, on va dire, à se reprocher. Et puis, j'aurais pas été surpris sur papier que Toronto fasse un balayage, mais ça n'a pas été nécessairement le cas. Donc, il y a quand même du positif malgré des résultats qui sont effectivement très compliqués maintenant pour la suite du championnat canadien. Il y a un élément, Jean, qui est quand même inquiétant, ne serait-ce que d'un point de vue statistique, c'est la quantité de chances que l'Impact de Montréal a offert au Toronto FC sur les 3 derniers matchs. Juste avant de t'entendre là-dessus, j'aimerais un petit commentaire sur ta lecture de la situation avec le but qui a été marqué par Josie Altidore. Tu as Rudy Camacho qui perd un ballon à un moment, ben en fait, qui joue, qui donne un ballon gratuitement sur un coup franc où on aurait pu tout simplement, c'est d'ailleurs ce que Thierry Henry demandait, ça a été dans ses commentaires d'après-match, on voulait mettre le ballon sur le côté, possiblement au drapeau de coin pour gaspiller un maximum de temps parce qu'à 1-1, je ne veux pas dire que tu es qualifié pour la finale du championnat canadien, mais il te reste un Ça point regarde bien. à aller chercher sur 2 matchs à Vancouver. Tu es en très bonne position. C'est quoi ta lecture de la situation? C'est la fatigue qui s'installe? C'est un manque de concentration? Est-ce que ça peut être un manque de consignes claires aussi de la part du staff, possiblement, qui n'a pas informé tout le monde qu'on joue vraiment sur 2 tableaux en ce moment? Tu as la MLS, les points sont importants. Tu peux comprendre Camacho dire, hey, si je donne une passe décisive là, sur coup franc, peut-être qu'on peut aller marquer et gagner le match, aller chercher 3 points. Mais à l'inverse, on a l'impression que c'est pas tout le monde qui savait que 1-1, là, c'était exactement le résultat dont tu avais besoin en championnat canadien. En particulier, là, tu joues sur 2 tableaux dans le même match. Comment tu as vu ça? Eh ben, oui, c'est sûr qu'il y a, il y a quelque part un endroit où l'information n'est pas passée, hein, c'est certain. Oui, oui, c'est vrai que Camacho aurait pu jouer safe, c'est-à-dire aller planquer son ballon et puis laisser filer. Effectivement, comme tu dis, hein, c'était parfait. Est-ce que t'envisages la fatigue? Pourquoi pas? Oui, tu te dis, t'es en fin de match, dernier coup, tu veux le pousser, tu te dis, OK, on va faire le truc. Clairement, il y a un manque, il y a un manque d'information. Est-ce que c'est un relais? Ça arrive sur le terrain aussi. Normalement, il doit y avoir un Ah ouais. petit peu de discussion avant le match, mais sur le terrain, c'est rarement. C'est difficile pour les joueurs, surtout en toute fin de match, de rester frais, de rester
sur le truc d'être capable de percuter tout de suite quand l'information vient du banc de touche. Il faut que ce soit quelqu'un sur le terrain qui soit capable de le relayer. Ça, à première vue, ça n'a peut-être pas été fait, hein, clairement. Et puis, ouais, t'as ton joueur après qui dit, bon, ben, hop, dernier coup de rein, on a quelque chose qu'on peut faire là, la victoire qui est au bout, et clairement, ça tombe mal. Bon, les occasions maintenant, 39 tirs tentés par le Toronto FC sur les 3 derniers matchs contre l'Impact, 18 cadrés. Du côté de l'Impact, c'est 20 tirs tentés seulement, 7 cadrés. Donc, en gros, c'est sensiblement moitié tu moins. coupes en deux. Exactement. Ouais. À quel point c'est inquiétant? Est-ce que c'est des fleurs qu'il faut envoyer à Toronto pour son attaque ou est-ce que c'est le pot qu'il faut envoyer à l'Impact pour sa défense ou son incapacité à contenir Toronto? Je suis désolé, excusez-moi. Pas de problème. Écoute, je pense qu'au départ, il faut poser les questions. Est-ce que c'est le système dans lequel l'Impact évolue qui invite, et c'est conscient, l'adversaire à aller vers l'avant et à se mettre en position d'attaque? Est-ce que c'est un problème au niveau du personnel qu'a l'Impact? Est-ce que c'est le style de jeu? Donc, il faut voir. Et prendre en compte que cet échantillonnage qu'on fait, Olivier, il est sur 3 matchs contre le même adversaire. Et un adversaire, s'il le soulignait, qui est pas mal plus rodé, qui, sur le papier, est clairement une coche au-dessus, en particulier offensivement. C'est vrai. Maintenant, c'est quand même une statistique embêtante, parce que ça veut dire que, et là on parle que des tirs, mais ça veut dire que tu laisses ton adversaire se mettre en position, et sur les 3 matchs, tu vas souligner, parce que c'est corollaire, tu vas souligner l'importance qu'a eu Diop dans ces 3 rencontres. Parce que il les garde quand même pas mal. Et tu as 3 matchs qui tiennent à un but, finalement. Donc, je pense que c'est une réflexion. Je ne dis pas que c'est forcément inquiétant, mais c'est une stat qui ressort et tu dis, OK, soit il y a quelque chose il y a une prise de risque qui est faite, mais actuellement, quand tu n'es pas capable de l'autre côté de concrétiser aussi régulièrement tes actions, c'est vraiment un gros problème. Ou alors, effectivement, il y a un manque il y a un trou, il y a quelque part un trou dans le jeu qui amène ces occasions. Et là, il faut y remédier. Il y avait un trou aussi, Sid, dans la conférence d'après-match. Il y a eu quelques réponses, questions plutôt, qui n'ont pas trouvé réponse. Il y en a une, entre autres, posée à Thierry Henry, qui était, je paraphrase, est-ce que tu aurais aimé que tes joueurs aujourd'hui aient tes qualités de marqueur de l'époque où tu étais joueur? Il a dit, bon, cette question-là est inappropriée, je vais passer à la prochaine. Puis après ça, qui a un entraîneur qui est capable de naviguer comme ça en conférence de presse, décide peut-être d'imiter son coach? C'est ce qui est arrivé avec Zachary Brault-Guillard, à qui on a demandé, c'était quoi ta perspective? Comment tu as vécu ou lu la séquence où vous perdez le ballon sur le coup franc et finalement, ça donne le but vainqueur de José Altidore? Zachary Brault-Guillard a répondu, cette question-là n'est pas intéressante et a décidé de ne pas y répondre. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est tout à son honneur à Thierry Henry de faire la distinction entre Thierry Henry le joueur et Thierry Henry le coach, puisque de toute façon, quels que soient les groupes qu'il va entraîner, les joueurs vont souvent souffrir de cette comparaison-là. Donc effectivement, je comprends qu'il botte en touche, puisque de toute façon, je pense que la réponse est évidemment oui. Hein, c'est quand même l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Donc je vois pas trop où on va avec la réflexion. Maintenant, au niveau de Zachary Brault-Guillard, je vois de la frustration après une défaite contre un rival. Peut-être que nous, on en fait un peu plus, disons-nous, la communauté soccer en fait peut-être un peu plus sur cette rivalité que parfois les joueurs, mais Zachary semble être quand même l'un des joueurs dans l'effectif actuel qui prend ça très à cœur, et cette frustration-là, c'est exprimé notamment dans la conférence de presse, mais aussi peut-être aussi un peu un manque d'expérience au niveau des rouages de la communication, parce qu'il y avait aussi des façons de pouvoir répondre à la question sans forcément mettre le blâme sur Rudy Camacho en particulier, ou même Binks sur la suite de la séquence. Donc par rapport à là, donc je vois ce double phénomène d'une frustration et un peu d'une expérience
d'expérience dans ce qui peut être de la langue de bois pour simplement, oui, c'est une erreur d'un de ses coéquipiers, mais il y a des façons de répondre sans forcément mettre le blâme directement sur lui. Et aussi, Ouais, je pense que ça ressemble pas mal. Mais sans sous-entendre, je veux juste enchaîner là-dessus, Sid, que la question n'est pas intéressante, parce que ça, moi, je suis en désaccord au Oui, plus tout à haut fait, point. C'est tout tout à à fait fait. intéressant de comprendre ce qu'un défenseur a vécu sur une séquence. Tu sais, Zachary Bourguillard aurait pu répondre, ben moi, je l'ai vu, l'angle de passe de Rudy, puis c'est vrai que si ça marchait, on était dans le clair, puis on avait une excellente occasion de marquer. Tu sais, c'est une perspective d'un joueur qui est intéressante. Je trouve que c'est dangereux à partir du moment où un joueur a la latitude, parce que moi, je ne suis pas convaincu que sous Rémi Garde, une réponse comme ça de la part d'un joueur est donnée. Il y a comme un ton qui existe avec les conférences de Thierry Henry où on se permet de dire, ben ça, c'est pas intéressant, ça, c'est inapproprié, puis on balaye comme ça, on trie à la volée. Mais à un moment donné, est-ce que les médias ont le droit de dire ta réponse n'est pas intéressante, redonne-moi-en une autre? Effectivement, Non, même mais si la dynamique des conférences de presse ne permet pas forcément un droit de réponse d'un point de vue des médias, d'autant plus que oui, mais là, ça c'est dû à la COVID. Ça, pardon? c'est dû à la réalité de la pandémie en ce moment parce qu'on est sur Zoom. Mais si on Exactement. était en conférence de presse, ouais, Exactement, mon point, c'était que il faut comprendre qu'on n'est pas dans la même pièce que les joueurs, qu'on pose des questions au travers de nos ordinateurs et téléphones et par visioconférence, que on n'a pas ce contact humain qui parfois, et même parfois même dans la tonalité de la voix, qui est mal syntonisée, parfois nos questions peuvent donner l'impression qu'on va dans une direction qui est pas celle qu'on souhaite. Et puis, genre, comme puisque c'est un collègue, Nicolas Landry, ça, la question, pour jeter à côté de lui, elle est pas du tout mal intentionnée. C'est parfois de comprendre, est-ce que vous vouliez aller chercher un deuxième but? Est-ce que le jeu court vers l'avant, c'est peut-être quelque chose qui est demandé par Thierry Henry? Est-ce que il y avait peut-être pas forcément comme un point de chute dans un jeu long? Il y a plein de choses qui peuvent expliquer le choix de jeu de Rudy Camacho, et donc il peut être parfaitement légitime d'essayer de comprendre ce qui se passe sur cette séquence-là, sans que ce soit dans l'idée de porter un blâme particulier sur le joueur. Et ça, ouais, parfois, voilà, c'est pas, parfois, on prend juste le clip. D'ailleurs, bon, j'apprécie quand même qu'on ait essayé de prendre la question, parce que parfois, on est dans une situation, on prend juste le clip de la réponse et on sait même pas quelle était la question posée. Et puis, à partir de la réponse, on commence à faire toutes sortes de commentaires et opinions. Donc là, quand même, il y a eu un petit travail intègre au niveau de ça. Mais oui, oui, on est dans un contexte qui est parfois qui est difficile, donc, comme qui est difficile, qui est difficile. Est-ce que la personnalité de Thierry Henry et son profil par rapport à nous rend les choses encore plus difficiles? Je le pense pas, parce que de toute façon, ce qui est drôle, c'est que je pense que Zachary n'assiste même pas à la conférence de presse de Thierry Henry, donc ils savent même pas ce qu'ils se disent avant. Donc c'est un peu spécial, mais je pense que la question était légitime, et puis je peux comprendre aussi la réponse par la frustration et par son inexpérience en communication. et juste, Je crois que juste pour tu conclure lèves là, tu lèves deux points vas-y, intéressants, Olivier. Ouais, probablement un petit peu d'innocence, un petit peu de manque de métier. Ça, c'est tout à fait possible de la part de Zachary. Hein. Il est pris de court, peut-être que c'est pas une question. Il est pris de court sur la question et il n'a pas encore peut-être le moyen, effectivement dans des conditions techniques qui ne sont pas évidentes non plus, d'offrir une réponse. Il n'a pas la réponse qui vient percuter tout de suite. Ça, c'est tout à fait possible et bon, on va voir avec le temps, avec le métier, ça va arriver. L'autre point que tu soulèves, est-ce que c'est un petit peu plus institutionnel? Est-ce que ce type de réponse vient d'un environnement? Ça, c'est un peu plus embêtant, non? ben, tout à fait. Puis on va conclure là-dessus, les gars. Mais moi, j'achète pas que si tu n'as pas une réponse claire ou à la limite que tu n'as pas envie de répondre à une question, tu peux te permettre de dire que la question n'est pas intéressante. C'est pas à toi de juger du fait que c'est pas intéressant. Veux-tu qu'on la sorte, la liste des conférences de presse qui n'ont pas été intéressantes cette année? C'est probablement plus que 50 parce que malheureusement, on n'apprend pas grand-chose dans les conférences de presse. Est-ce que c'est dû à la distance parce que tout se fait par ordinateur? Est-ce que c'est dû au fait qu'on profite de cette distance-là pour pas donner grand-chose parce que de toute façon, on n'a pas accès au terrain d'entraînement? Mais moi,
Zachary Broguillard, c'est un gars que j'apprécie beaucoup parce qu'il n'a pas la langue de bois. Il donne des réponses intéressantes. Rappelez-vous l'année passée quand il dit, ben là, à Lyon, il n'y a personne qui répond au téléphone en ce moment. Je veux savoir ce qui se passe avec mon futur. Puis il n'y a personne qui soulève le téléphone. C'est parfait. Je trouve ça super intéressant. Mais de juger de la question d'un journaliste qui fait bien son travail et de dire que c'est pas intéressant, ça ne me tente pas de répondre, ça, pour moi, c'est pas acceptable parce que ça crée un précédent, puis ça crée une vibe qui est vraiment pas, qui est tout à fait contre-productive, pas juste pour les conférences de presse, mais pour la couverture du club dans son ensemble. On n'est pas en Europe en ce moment. L'Impact de Montréal a besoin de la couverture, a besoin d'histoire, a besoin de raconter des trucs. Après, les médias, si on pose une question à laquelle les gens ne veulent pas répondre, c'est correct, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Tout comme le vendredi, il y a 2 semaines, quand Thierry Henry dit « Parlez-moi du match, parlez-moi pas de ce qui s'est passé avant », mais pourtant avant, sur les ondes télé, il s'en va dire « Je vais en parler après ». À un moment donné, on se fait barouetter comme des valises. Là. Ça n'a pas d'allure. Et c'est là où moi, j'ai accroché là-dessus avec un gars qui, je le répète, Zachary Broguillard, n'a pas la langue de bois, c'est une bonne qualité, mais après, c'est pas aux gens, aux joueurs de juger des questions. Tu veux pas y répondre, à la limite, dis « J'aime mieux passer mon tour là-dessus, je vous donnerai une réponse quand j'aurai réfléchi », et pas dire « C'est pas intéressant, ça, perso, j'accepte pas ». Maintenant, Jean, on a quelques petites secondes pour jaser. J'en ai parlé en début d'émission d'un exode quand même assez particulier parce que avec ce qui se passe en termes de COVID aux États-Unis, il y a plusieurs joueuses qui évoluaient aux États-Unis qui décident maintenant de partir vers l'Europe. Oui, c'est ça. C'est que là, il y a un mouvement qui s'est fait depuis le mois d'août. C'est sur les 3 dernières semaines. Je compte à peu près 25 joueuses qui sont parties, qui quittent donc la NWSL, la Ligue américaine, pour partir en Europe, essentiellement en Angleterre. Ça, c'est un point sur lequel, si on a le temps, on reviendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un premier temps, la moitié à peu près sont en prêt. Parce que la NWSL a une saison tronquée actuellement, octobre, qui a commencé là, mais qui va se terminer octobre, début novembre à peu près, donc un mini tournoi, et entouré d'incertitudes. Il n'y a pas de match de l'équipe américaine, on ne sait pas ce que la saison va donner, comment ça va reprendre l'année prochaine. Évidemment, tout ça, c'est sous l'ombre de la Covid. Et actuellement, il est certain que jouer aux États-Unis, ça c'est pas vraiment quelque chose d'extrêmement gai, d'autant plus qu'il y a actuellement une énorme demande qui se fait de l'extérieur, en Europe, en Angleterre en particulier, avec des moyens et avec des conditions qui semblent quand même un peu plus intéressantes. Alors, 2 choses. Dans un premier temps, oui, ce sont beaucoup de joueuses qui vont partir en prêt et qui probablement sont susceptibles de revenir l'année prochaine. Maintenant, il va falloir voir dans quelles conditions, parce qu'il est fort possible, on ne sait pas encore actuellement comment sera la Ligue l'année prochaine. Donc ce prêt, on ne sait pas exactement quand il va se terminer ou s'il ne va pas être reconduit si jamais la Ligue ne tient pas vraiment debout. Et ce sont des joueuses qui, il ne faut pas oublier que théoriquement, il devrait y avoir un tournoi olympique l'année prochaine. Donc, elles ont besoin de jouer, elles ont besoin d'être dans cet environnement de jeu. Maintenant, d'un autre côté, il y a beaucoup de joueuses, et là je parle de joueuses de très, très haut niveau. Kristen Prince, Tobin Heath, Sam Muse, Rose Lavelle, championne du monde toutes, qui sont parties, et elle, c'est pas en prêt. Donc là, il y a clairement un mouvement, et un mouvement qui me semble un peu inquiétant. Il n'y a pas qu'elle, il y a Zadorsky, il y a Fleming qui sont partis aussi, des Canadiennes. Et ce sont des départs solides, à part dans le cas de Zadorsky, c'est pas encore très très clair. Mais ça veut dire que là, c'est pas simplement partir pour quelques mois, c'est partir et puis aller tenter l'expérience complètement là-bas en Europe. Est-ce que la NWSL, qui était vraiment solide, une ligue extrêmement solide, on en a parlé longtemps dans les semaines qui ont suivi la Coupe du Monde il y a 2 ans,
l'année dernière, pardon, en disant bon bah est-ce que l'Europe est en train de construire un niveau de jeu et un niveau de compétition qui ressemble et qui se rapproche pas mal de ce qui existe aux États-Unis et en Amérique du Nord actuellement. Là, je pense qu'on a franchi un palier et que avec en plus un soutien et un support financier encore plus fort, parce que le muscle qu'on a vu en Première Ligue, le muscle financier de la Première Ligue, il existe maintenant en WSL, en Women's Super League anglaise, et tu vas voir que tout le recrutement, il est fait par Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, West Ham. Enfin, voilà, cet argent-là maintenant est en train d'arriver, et cet exode-là, waouh, il va être difficile à enrayer, parce que même si on parle de prêt, le fait est que ces choses-là sont parties et ce sera très, très difficile de revenir en arrière. Parlant de Premier League, Sid, on va basculer du côté de notre segment en temps additionnel. La Premier League qui recommence. Liverpool gagne combien de trophées cette année? Oh, très excellente question. Liverpool, qui est peut-être pas forcément en si bonne position de répéter son titre de champion. On a quand même vu certains grains de sable dans la machine durant même la période de Covid, où ils ont mis un petit peu de temps à valider ce titre qui ne pouvait pas mathématiquement leur échapper, mais ça a été un peu compliqué. Puis parfois psychologiquement, le Community Shield qui vaut pas grand chose, mais qui à la fois, dépendamment de qui le soulève, peut valoir beaucoup. Je pense que les fans d'Arsenal sont très contents d'avoir remporté le titre, et je pense que Liverpool, cette culture de la gagne qui est là en place depuis quelques années, je pense que c'est aussi quand même inquiétant de pas remporter ce premier trophée que généralement que les Barcelone, que les Juventus et les Paris Saint-Germain remportent généralement, et qui lancent la saison, des saisons gagnantes. Donc je pense qu'il y a aussi un manque de renfort, tout simplement. Liverpool, et peut-être une forme de lassitude. Klopp a su motiver ses troupes avec l'idée de ce titre de Première Ligue qui a permis aussi un petit peu de relâcher la pression sur la Ligue des Champions. Quand même, ils ont quand même été battus 2 fois aller et retour par l'Atlético. Ouais. Je veux dire, Liverpool a quand même perdu dans la phase normale de la Ligue des Champions. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais bon, c'était pas l'objectif forcément de saison. Mais là derrière, on a des, je vais pas spoiler des questions, mais on a Chelsea, on a United, on a Arsenal, on a Tottenham. Tout le monde s'organise pour aller à la chasse au titre, et on n'a pas trop de nouvelles de Liverpool à ce titre-là, et peut-être même Wijnaldum qui quitterait pour Barcelone. Donc non, je crois pas qu'ils sont forcément en bonne position de faire le doublé, et puis même au niveau des coupes, que ce soit la Coupe nationale ou la Ligue des Champions, d'aller chercher un trophée. Une saison blanche ne me surprendrait pas tant que ça, malgré que Liverpool reste quand même top favori. Ah, là, je vois déjà tous les tweets rentrer pour te ramasser chez les supporters de Liverpool. Très hâte de voir ce que ça va donner avec cette saison-là. On parle évidemment, Jean, de ce qui se passe au haut du tableau, parce que c'est souvent là où ça monopolise l'attention, mais les équipes promues vont être franchement intéressantes cette année. Tu as Fulham, tu as West Brom, bon, ça va, mais tu as Leeds United avec un certain Marcelo Bielsa à la barre de l'équipe. Ça va être une des histoires d'un bout à l'autre de la saison, si Marcelo Bielsa reste toute la saison, parce qu'il n'est jamais loin d'un scandale. Ouais, non, effectivement. Je crois qu'il a donné des garanties, là. En tout cas, de son côté, en tout cas. Ouais, c'est certain que c'est l'histoire, en tout cas de ce début de saison, de la fin de saison dernière, la montée de Leeds, parce que ça fait 3-4 ans que Leeds met des gros moyens pour pouvoir remonter. Et c'est 15 ans qui sont pas remontés. Et il est certain que l'arrivée de Bielsa, avec la personnalité de Bielsa, le style qu'il donne, c'est un des attraits, ou en tout cas c'est un plus de cette saison de Première Ligue. Est-ce que Leeds, parce que leur façon de jouer est quand même assez particulière, extrêmement exigeante, et ça leur a nui d'ailleurs sur les 2 saisons précédentes, parce que sur la fin de saison, alors que ça allait très très bien, ils ont fini complètement cassés, ils se sont fait des passes, ont raté la promotion les deux dernières fois. Donc c'est
très, très demandant. Et là, on va en Premier League qui, même s'il y a moins de matchs, puisqu'en Championship, il y a 24 clubs, donc un calendrier qui est assez intense. Là, les demandes vont être d'un autre niveau, d'un niveau supérieur certainement, parce que là, tu vas jouer régulièrement face à du vraiment très, très fort. Est-ce que Leeds a les moyens de cette ambition de jeu et de maintien, bien sûr? Je suis pas persuadé. Je suis vraiment pas persuadé. Parce que ils ont. On a vu de beaux exemples, pas plus tard que l'année dernière avec Sheffield United, mais Sheffield avait un système de jeu un peu plus conservateur, avec moins de prise de risque quand même. Là où Leeds vraiment se démarque, c'est qu'il y a cette ambition d'aller de l'avant, d'aller attaquer, d'aller découvrir. Or, tu rentres pas, tu arrives pas en Première Ligue en disant ouais, on va prendre 2 buts, mais on va essayer d'en marquer 3 à chaque fois, parce que ça va pas marcher. Et à chaque fois qu'un club est arrivé avec cette ambition-là, rappelle-toi de Blackpool, rappelle-toi même de Fulham il y a 2 ans, ça s'est très mal passé. Sid, on ne va pas trop s'étendre sur la Ligue des Nations. D'abord, petite parenthèse pour dire que Phil Foden et Mason Greenwood l'ont solidement échappé en respectant pas les consignes de confinement en Islande. Ils ont été renvoyés à la maison avant le déplacement de l'Angleterre au Danemark. Ça, je pense que ça envoie un excellent message sur, oui, les mesures exceptionnelles, puis les accès exceptionnels qu'on peut donner à des équipes professionnelles ou des sélections qui ont des moyens de respecter ces mesures-là, mais à partir du moment où on ne le fait pas, ben, tu rentres à la maison comme monsieur, madame, tout le monde. Excellent message. Peut-être, à part de cette histoire-là qui a fait scandale un peu en Angleterre, peut-être un match, un élément, une sélection qui a retenu ton attention pour la Ligue des Nations au cours de la dernière semaine? Si on va avec une seule sélection, ce sera le Portugal. Si on m'avait dit 4 ans après l'Euro 2016 que le Portugal aurait un fond de jeu, serait une équipe offensive, qui serait une équipe plaisante à voir, et qu'à l'inverse, l'équipe de France serait poussive et comme d'un ennui mortel, j'aurais jamais cru ça. J'ai jamais cru et c'est la situation actuelle. Le Portugal est vraiment en ce moment la plus belle équipe à regarder au niveau européen. Et puis je leur mets un peu devant la Belgique, parce qu'ils ont joué des adversaires de meilleure qualité, avec notamment la Suède et la Croatie, mais la Belgique a quand même bien fait durant cette Ligue des Nations. Et je trouve ça très 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 prometteur. Je pense qu'il se place parmi les favoris, peut-être même le favori de l'Euro, avec une équipe qui a joué sans Cristiano Ronaldo et qui pourtant a joué de façon merveilleuse, et qui a joué avec Cristiano Ronaldo et qui a encore mieux joué. Donc c'est pour moi, c'est l'équipe que je retiendrai, avec des essoufflements. Tantôt je parlais de la France, je peux mettre dans l'eau l'Allemagne, certes sans les vainqueurs du Bayern de Munich qui n'ont pas été libérés par Flick, mais l'Angleterre, qui peut-être même sans Greenwood et Foden, qui a été très très amorphe face au Danemark. Donc il est encore tôt, il y aura encore une autre fenêtre de matchs internationaux d'ici, je pense, en octobre. Donc on pourra encore voir d'autres renseignements, mais j'ai trouvé ça très intéressant, cette Ligue des Nations, et puis même d'autres plus petites équipes. Parfois on est assez surpris de la qualité de jeu chez des équipes qui n'ont aucune star ou vedette ou quoi que ce soit, mais c'était très intéressant, un très beau week-end. Juste avant, Jean, qu'on passe au sujet chaud, peut-être un petit commentaire sur ce que tu attends de la suite dans le marché des transferts. Évidemment, la saga Lionel Messi, ben, ça s'est conclu. Finalement, Messi décide de rester. Là, il y a une nouvelle saga au Barça avec Luis Suarez. S'en va pas, reste pas. Tu t'attends à quoi là, pour la suite, que ce soit au Barça ou ailleurs? Est-ce qu'il y a encore des gros coups à venir, ou est-ce que ça va être plus tranquille? Bon, non, j'attends un petit peu, parce que généralement, bon là, la fenêtre va durer jusqu'à la fin du mois, et c'est généralement sur les 10 derniers jours que ça s'accélère, parce qu'il y a des pistes, hein, mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans la fenêtre attendue. On en parlait déjà au mois de mai, c'est-à-dire prudence, extrêmement prudent. À part peut-être Chelsea, parce que Chelsea, d'abord, ils ont bénéficié en fait,
c'est un contre-coup de l'interdiction qu'ils ont eu les 2 dernières fenêtres de transfert. Donc, ils étaient interdits de transfert et ils ont eu plus à mettre de côté l'argent récupéré sur le transfert de Eden Hazard. Donc, ils ont des moyens et ils s'y sont pris très, très tôt, hein, avec Ziyech de l'Ajax, avec Werner de Leipzig. On parle beaucoup de Havertz, qui est de Leverkusen, Leverkusen, qui est vraiment un milieu de terrain d'avenir, qui est vraiment une perle. Clairement, le Thiago Silva, qui est arrivé, lui, en transfert libre du PSG. Ouais. Donc, clairement, Chelsea ressort du lot. C'est vraiment eux qui ont tapé fort un peu partout. Pour l'instant, non, on reste vraiment... c'est tranquille. Alors, il y a quelques rumeurs. On parle de Thiago Alcantara, qui sera en discussion, par exemple, avec Liverpool. Mais lui, on l'envoie un petit peu partout après ce que le Bayern a fait. Bon, en particulier Liverpool et Manchester City. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est prudent. Tout le monde est un petit peu en attente. On voit qu'il y a quelques mouvements, quelques tressautements du côté de la Juventus, par exemple. Barcelone, tu en parles. On attendait sans doute un petit peu de régler cette histoire avec Lionel Messi, mais on parle du côté de Barcelone de beaucoup de possibilités, beaucoup de pistes offensives, alors que, à mon avis, c'est plutôt derrière qu'il faut garder un peu plus les choses. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est encore dans la rumeur, dans la prospective. Tu vois, il y a un an, on disait il est impossible qu'à l'été 2020, Neymar et Mbappé sont encore tous les deux au PSG. Or, à première vue, ils redémarrent tous les deux au PSG. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous ont pris un petit peu à contre-pied. Évidemment, la situation a fait que c'était comme ça. Mais je suis pas... dis pas que ça va pas débloquer sur les 2 prochaines semaines et qu'il ne va pas y avoir encore quelques mouvements. Ouais, j'attends sans doute un petit peu du côté de Liverpool. J'attends un petit peu du côté de Manchester City, qui devraient être deux des locomotives. Et puis, peut-être voir du côté de Juventus, Paris. Tuchel a dit qu'il y a des choses qui allaient devoir bouger aussi un petit peu. J'attends un petit peu ce que Paris va être capable de faire. Du mouvement, Sid, il y en a eu un peu au cours de la dernière semaine du côté de l'Impact de Montréal, qui en annonce un peu plus au cours des prochains jours. Du moins, c'est ce qu'on anticipe. D'ailleurs, c'est le sujet de la première question pour nos sujets chauds. C'est Jonathan Varin qui nous demande la place de joueur international que l'Impact est allé chercher auprès de DC United pour la fin de 2020 et toute la saison 2021. On a quand même dépensé, là, je te dirais, c'est pas une fortune, mais c'est dans les plus hauts échelons de ce que ça coûte habituellement aller chercher une place comme celle-là. 75 000 d'argent d'allocation cette année, 150 l'an prochain pour un total de 225 000. Est-ce que, c'est la question de Jonathan, c'est pour aller chercher Moustapha Kiza, qui est déjà sous contrat avec l'Impact, mais qui avait besoin d'un permis de travail, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On souhaite que ce soit quelqu'un d'autre. Effectivement, lorsque la nouvelle est tombée, tout de suite, on s'est mis à spéculer, et à raison. Simplement, il y avait une réalité, c'est qu'il y avait un transfert qui avait déjà été effectué et qu'on n'était pas certain d'avoir les conditions requises pour le transfert de Kiza, qui fera vraiment du bien, parce que tantôt on parlait un peu de système et de profil. Ça va de pair. Je pense que pour revenir sur l'excellente statistique que tu as mise sur Toronto, il y a un profil de joueurs qui sont des profils de joueurs qui tirent beaucoup, que ce soit Piatti, que ce soit Piozzello, que ce soit Larea, on a beaucoup des joueurs qui sont projetés vers l'avant. Et puis techniquement, lorsque tu regardes l'équipe de l'Impact de Montréal, combien de joueurs ont pour réflexe de tirer à 25 mètres ou de tirer tout simplement, très peu dans l'animation de l'Impact de Montréal, puisque Taider joue quand même numéro 10, un joueur à qui on reproche aussi de pas forcément tirer beaucoup. Donc Kiza, pour revenir à lui, dans son profil, est un joueur qui est assez porté vers l'avant et assez agressif et confiant au niveau de son tir, donc permettrait à l'Impact de Montréal d'être dans une situation plus favorable dans ce type de chapitre. Je fais confiance à Renard et à Henry de travailler pour renforcer leur effectif. Je pense qu'il y a un problème un peu de profondeur, malgré même l'état de santé, malgré même l'infirmerie qui en ce moment est un peu pleine. Il y a un problème de profondeur.
Donc, je leur fais confiance de renforcer un peu. Le mercato européen finit le 5 octobre. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps quand même pour aller chercher certaines pas les pépites, ce serait peut-être trop fort, mais chercher comme des renforts offensifs, puisque de toute façon, l'Impact quand même est en bonne position au niveau de championnat. Donc, pourquoi pas aller viser pour justement pour le dernier tiers de saison. Je partage ton opinion sur le côté frileux un peu de l'Impact de Montréal quand vient le temps de frapper. Avec Safir Taider, tu as tout à fait raison. C'est quand même hallucinant par contre, parce que si tu as besoin d'un exemple cette année de ce que ça peut rapporter que de frapper, c'est Safir Taider en Ligue des Champions au début de l'année. Il a marqué le but de la saison avec l'Impact. Comment on n'a pas pris ça comme exemple, comme référence? J'ai beaucoup de difficultés à me l'expliquer. Sid vient de parler de profondeur, Jean. La prochaine question, c'est celle de Néos, et ça touche un peu à ce sujet-là. 2 changements sur 5 seulement utilisés par Thierry Henry. Est-ce que tu as l'impression que ça trahit un manque de confiance pour les joueurs qui sont sur le banc? Non, je pense que c'est vraiment non. Je pense que c'est une question d'opportunité. Tu sais, t'es à 1-1 sur la fin de match, qui est le résultat dans lequel tu es bien, dans lequel tu es vraiment bien, qui est une volonté de mettre le holà justement et de dire regarde, changer, c'est pas forcément une solution qui va me donner ces quelques minutes de plus. Je préfère, avec ce que j'ai en place là, avec des gars qui sont bien ensemble, où ça se comprend bien, ça tourne bien. Je pense qu'il y a une certaine logique de ne pas faire le changement. On regarderait ça d'une façon plus générale et que ce soit systématique. Là, ce serait un peu plus embêtant. Mais c'est vrai que bon, il n'a pas un banc sur lequel il y a une solution qui va forcément s'imposer clairement, dire faut que je rentre un tel parce que là ça va me donner telle garantie, parce que là c'est avant tout confiance en ce qu'il a vu pendant 80 presque 10 minutes sur le terrain, dire les gars sont bien, ça se tient, continuons, allons-y. La prochaine question, Sid, vient de Thomas Villeneuve qui nous ramène en Premier League et nous demande est-ce que Chelsea, après un mercato digne d'un joueur FIFA 2020, saura répondre aux grandes attentes qui en découlent cette saison? Je pense pas forcément que Chelsea en ait fait assez pour recoller à City et à Liverpool. Je pense que d'un côté, il faut aussi mettre dans la balance les départs de Willian, les départs de Pedro. Je pense que Chelsea, peut-être effectivement, d'un point de vue du grand public, a créé des attentes parce que c'est les seuls qui semblaient bouger, alors que du côté de United, il y a quoi? Il y a Van de Beek qui est là. Il y a, du côté de City, il y a le départ de Silva, mais j'ai pas vraiment suivi d'autres mouvements intéressants. Je pense que voilà, ils ont animé le mercato. De là à combler l'écart, parce qu'on l'oublie un petit peu quand même qu'il y avait une bonne quinzaine de points qui les séparaient, et puis même une fin de saison un petit peu en dents de scie. Ils risquent aussi de perdre de Giroud vers la Juventus, qui a apporté quand même beaucoup parce que Tammy Abraham n'est peut-être pas forcément encore un attaquant de garantie de 15-20 buts. Je crois pas. Je crois que justement, comme Lampard, qui a quand même peut-être fait, qui a plus qui a surperformé peut-être, doit aussi confirmer sa patte en tant que coach. Donc et si maintenant on met beaucoup de pression et d'attente sur eux, ça peut mettre un contexte très compliqué qui est dans le contexte de la Première Ligue. Je veux dire, comme Tottenham de Mourinho, comme Arteta et Arsenal. C'est vraiment Everton et Ancelotti. C'est un contexte qui rend de plus en plus difficile d'aller chercher des points à chaque journée. C'est assez hallucinant à quel point ça devient de plus en plus homogène en tout cas de 3 à 10, pas forcément les 2 premiers, que je mets quand même un petit peu à l'écart, mais en dessous, Wolverhampton, qui finalement on pensait qu'il y aurait peut-être un exode des joueurs, mais qui a réussi à conserver quand même pas mal de son effectif et qui avait bien fait. Donc je reste quand même assez prudent pour Chelsea. Et je pense que Chelsea est pas mal.
Il y a Alexis Fortin, on va juste enchaîner parce que la question nous amène sur Mikel Arteta. Tu en as parlé, on va passer de Chelsea au nord de Londres, Jean. Alexis nous demande, est-ce que Mikel Arteta, en 2020-2021, est capable de ramener Arsenal dans le top 4? On est vraiment pas mal dans le même type des discours avec d'autres moyens, mais on voit, comme Sid a dit, il y a actuellement une coche nette au-dessus pour Liverpool et Manchester City, et sauf accident, et ça peut toujours arriver, ce sera difficile de voir une équipe capable sur la durée de les rattraper. Ça, c'est un petit peu l'idée de départ. Maintenant, effectivement, plein de choses peuvent arriver. Dans le cas d'Arsenal, Arteta fait du beau travail. Hein, il y a une confiance qui est revenue avec des titres cette année qui n'était pas vraiment attendu. Un bon Arsenal qui a gagné la Cup, qui vient de gagner le Community Shield, qui n'est pas forcément un titre majeur, mais qui est certainement bon pour l'ambiance, pour la dynamique. Aubameyang est là, ça va bien. Il y a des jeunes qui sont en train d'arriver. Arteta est en train de trancher de façon assez claire, je pense aussi. Tu vois, il y a des joueurs qui, clairement, sont pas au diapason et qui sont en train d'être mis vers la sortie. Özil, très clairement. Pourquoi pas Guendouzi, parce que Arteta n'a pas été très tendre avec lui, en tout cas a été assez sec avec lui. Il y a des rentrées, là, Gabriel, qui est intéressant, qui lui indique que Arteta prend les choses du bon côté, c'est-à-dire qu'il regarde bien comment d'abord solidifier, être redynamisé sa défense, qui était un gros problème, et de voir que vers l'avant, il a des solutions, il essaie de les utiliser. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ils sont certainement pas encore, à mon avis, capables sur la durée d'arriver vraiment parmi les premiers, mais on a une course très très intéressante avec United. Non, il n'y a pas beaucoup de recrues, mais Solskjaer a dit à United qu'il n'avait pas besoin de grand monde et qu'il était sur un travail d'un peu plus long terme avec le groupe qu'il a. Fernandes a fait une belle entrée avec United. Un autre joueur sur lequel, vous parlez de Chelsea, un joueur sur lequel il va y avoir une pression monumentale, c'est Pulisic. Lui, il a fait 4 mois, avec 3 mois après avec la reprise de feu. Et il était arrivé là et on disait on s'attend pas mal à ce que lui prenne un peu la place dans le jeu de Hazard. Lui, il va y avoir des attentes monstrueuses sur lui. Les gars, juste en terminant, la prochaine fois qu'on va se parler ici à Loin de Sans Foot, l'Impact de Montréal va avoir terminé sa séquence de 6 matchs. L'Impact s'en va jouer dimanche et mercredi face aux Whitecaps à Vancouver. Les 2 matchs vont être joués en Colombie-Britannique. Sid, en un mot, oui ou non, est-ce que l'Impact est capable de gagner ces 2 matchs là-bas? Non. Pas de gagner, même pas les gagner. Est-ce qu'ils sont capables? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Non, je pense pas. Je pense que Vancouver, avec leur dernier match contre Toronto, a prouvé qu'ils sont quand même qu'ils sont très capables d'aller embêter l'Impact. Et je pense pas que l'Impact va combler l'écart pour le championnat canadien. Si en un mot, ma réponse c'est non. Je pense que l'Impact l'a échappé malheureusement pour la suite. Même opinion. Moi, je pense qu'ils sont capables. Je pense qu'ils sont capables de prendre les matchs l'un après l'autre. Je pense que c'est vraiment, ils sont capables de focaliser sur un match, ensuite sur l'autre, de les jouer un petit peu comme 2 matchs de coupe, parce que c'est un autre état d'esprit. Tu ne regardes pas sur la durée, tu ne regardes pas sur le deuxième match, tu en prends un, tu fais le travail, tu te mets ensuite, tu rebondis sur le deuxième. Je pense qu'ils sont capables. Bon, encore une fois, Jean, puisque Sid, il faut t'écarter de l'équation. Jean, oui ou non? Si l'Impact gagne ces 2 matchs, ils sont capables de combler le différentiel de 3 qui les sépare de Toronto? Ouh. Bon, ça, c'est un non. Faut que ça marque. Non, c'est un grand silence. Faut que ça marque, et c'est quand même pas non plus marque de fabrique actuellement. On va dire oui. Oh!
Là, je suis surpris parce que moi, je pense que l'Impact est capable d'aller gagner 2 matchs là-bas. Je pense pas qu'ils sont capables de combler le différentiel de 3 buts qui les séparent de Toronto. Et je pense que ça va être Toronto en finale du championnat canadien face aux vainqueurs des Highland Games de Canadian Premier League. Bref, c'est à suivre. On aura la réponse à toutes ces questions-là la semaine prochaine. Les gars, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Continuez de nous poser vos questions sur Twitter tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF et continuez de consommer et de partager notre contenu sur le rds.ca/balado-diffusion et sur iHeartRadio.